Ce sont 199 concours de recrutement nouveaux, dont 14 concours directs, 121 concours de recrutement, 54 concours de recrutement exceptionnels spécifiques, 10 concours de recrutement à l'attention des Ivoiriens de la diaspora, qui sont ouverts sur les 423 concours administratifs pour la session 2026, soit un taux de 43% sur le total. Les concours de promotion au nombre de 224 représentent quant à eux 53% et prennent en compte 161 concours professionnels et 63 concours professionnels exceptionnels. Bonjour et bienvenue sur votre émission préférée. C'est ici et maintenant. On vous apporte la Nympho brute. Concours de la fonction publique, le système est-il truqué? Concernant l'entrée à l'École normale d'administration 2027, 6 concours, dont 3 directs et 3 professionnels, seront ouverts pour les 3 cycles, avec un recrutement de 600 personnes. Tous ces concours, à en croire la ministre d'État, se dérouleront dans une totale transparence grâce aux différentes réformes organisationnelles. Notre objectif est très clair. Garantir à chaque citoyen, quel que soit son rang social, quelle que soit sa position géographique sur le territoire national, un accès équitable à la fonction publique. Tenez-vous à l'écart des vendeurs d'illusions. Ceux qui vous promettent de vous faire réussir à un concours, ils vous mentent, ils vous escroquent. Aucune démarche parallèle, aucune promesse frauduleuse, mensongère, ne peut se substituer aux règles établies. M. Soro, des éléments de réponse? Oui, merci beaucoup, Madame Débat. Je voudrais en tout cas noter après les premières prises de parole que nous avons un problème de ce que moi j'appelle la culture de la corruption. Parce que quand on dit... la culture de la facilité, la culture de la corruption. Ok, d'accord. Parce qu'on a tendance à dire, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de... Effectivement. Et cette idée de dire qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas payé ne date pas d'aujourd'hui. C'est même très choquant pour ceux qui sont donc admis, de par leurs propres compétences, de par leurs propres mérites, de toujours réduire leur succès au fait qu'ils auraient éventuellement payé, sans en apporter les preuves. Ce que je note, c'est que ça s'est dit, et tout à l'heure, le journaliste a dit qu'effectivement, il est un peu péremptoire de dire qu'on ne paye pas. Et je pense que le DG de l'ENA a bien précisé l'idée, c'est que ce n'est pas le système mis en place, c'est-à-dire l'administration. L'écosystème que Mme la ministre d'État a mis en place, ce n'est pas cet écosystème-là qui organise, on va dire, des systèmes de paiement des concours. Mais effectivement, il est connu de l'administration, l'existence dans l'écosystème de personnes que nous, on appelle couramment les vendeurs d'illusions, mais qui se font passer pour des démarcheurs. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse du système? Mais si, c'est une faiblesse. C'est pour cela qu'il y a eu des mesures qui ont été prises. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui ont été prises. Notamment, ceux qui connaissent le ministère de la fonction publique, autour du ministère, il y avait un marché informel de vente de documents, de toutes sortes de choses en rapport avec les concours. Aujourd'hui, si vous arrivez autour de la fonction publique, vous ne verrez plus. Cela a été démantelé parce que c'était le début des interactions. Il y a eu également la fin des cours de préparation tels qu'ils étaient organisés, en présentiel. Parce qu'on s'est rendu compte que cette occasion-là était un canal de commerce illégal ou illicite. Donc, il y a eu toutes ces mesures pour assainir l'écosystème et il y a eu des plaintes qui ont été posées contre des personnes qui se sont livrées à des actions lorsqu'on a des preuves. Malheureusement, Mme la ministre d'État le dit souvent. Les gens disent oui, on paye. Quand on dit bon, à qui tu as payé? Les personnes ne disent pas. Mais ils disent on paye. Bon, lorsqu'on dit comme ça, on ne peut pas agir avec efficacité, avec certitude. Donc si vous avez payé ou si vous avez la preuve que quelqu'un a payé, mais dites le nom de la personne, dites la structure, etc., pour qu'on puisse prendre les mesures. Mais on ne dit pas, on dit non, on paye. Bon, on ne peut pas aussi, sur la base de on paye, prendre des sanctions. Il faut vraiment avoir des preuves. Et lorsqu'on a des preuves, comme l'a dit le DG de l'ENA, il y a des sanctions qui sont prises, que ce soit certains de nos collaborateurs, parce que ce sont des hommes avec leurs faiblesses. Lorsqu'ils sont pris, ils sont également frappés aussi bien disciplinairement que pénalement. Est-ce qu'on a des chiffres? Bon, là, je n'ai pas de chiffres, je ne vais pas vous avancer des données que je n'ai pas, mais il y a des situations dont nous avons connaissance, puisque à l'occasion, nous sommes associés aux procédures pour arriver donc à la prise de décision. Voilà. Sur la question de l'internaute. L'internaute. En fait, oui, le téléspectateur qui a appelé tout à l'heure sur la question donc, des nombres de postes. C'est ça, budgétisé. Oui, je dois avouer que depuis 3 ans, on a instauré ce qu'on appelle la conférence de programmation des effectifs, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait dans l'expression des besoins de nos administrations
une certaine légèreté dans l'expression. C'est-à-dire que entre la réalité et puis le besoin, il y avait un écart. Donc, pour éviter que cela ne se poursuive, il a été institué ce qu'on appelle la conférence de programmation des effectifs. C'est une instance qui vient donc analyser, d'abord en interne, c'est-à-dire au niveau de chaque ministère, les besoins. Et ensuite, on revient au niveau national, présidé par Mme la ministre d'État elle-même, pour faire une sorte d'arbitrage, pour déterminer aussi précisément que possible, je dis bien aussi précisément que possible, les postes à ouvrir au concours administratif. Et ce sont ces postes-là qui sont mis à concours et qui vont en formation. Ce qui se passe, ce dont le téléspectateur a parlé, c'est, si vous voulez, l'héritage de l'ancien système. Puisqu'ils sont allés en formation, comme il le dit. Donc souvent, c'est 2 ans, et c'est 3 ans plus tard que vous avez cette population pour la prise de service. Donc ça peut donner l'impression qu'effectivement, les efforts qui sont faits ne produisent pas de résultats, parce qu'il faut évacuer l'héritage, mais je peux dire que dans un horizon de 2-3 ans, ces questions-là vont disparaître et on verra que ce sera un besoin effectivement exprimé qui va être organisé en concours. Est-ce que ça prend en compte également le nombre pléthorique au CAFOP dont il a parlé? Souvent, non, il a parlé des professeurs de CAFOP, c'est de ça que je parle. Okay. C'est un concours parmi tant d'autres. Hein. Il a pris l'exemple, il est certainement enseignant, mais il y a différents concours et c'est la même règle, c'est le même principe. C'est-à-dire que pour tous les concours, on part de la programmation et on détermine les postes budgétaires, on organise le concours. Lorsqu'ils doivent aller en formation, ils vont en formation, souvent pour 2 ans en général. Et puis quand ils finissent avec leur diplôme de fin de formation, on les affecte maintenant dans leur nouvel emploi. D'accord, oui, monsieur le DG, je veux rapidement rebondir sur la même question. Les professeurs de CAFOP. Là, vous dites qu'il y a, je crois, il y a un trop-plein. À preuve, il y a d'autres qui n'ont pas encore de poste. Mais je crois, dans les prochains concours qui vont être organisés, le même concours de professeurs de CAFOP est relancé encore. Non, c'est pas. Il y a plusieurs, comment on a dit ça, disciplines, options. Plusieurs options. Voilà, sinon, le ministère de l'Éducation nationale, comme je vous l'ai dit, on travaille d'abord avant d'ouvrir le concours. Ils nous ont spécifié très clairement les filières pour lesquelles il y a un trop-plein et qu'il ne fallait pas organiser. Donc, ces filières-là, non, pour l'année 2026, vous ne les verrez pas. Par contre, ils ont dit qu'ils ont des besoins sur d'autres filières. Ce sont ces filières-là qui sont ouvertes. D'accord, ok, je suis rassuré. Non, c'est comme ça que ça marche, effectivement. Docteur Christophe Comé. Merci beaucoup. Je vais introduire une petite nuance analytique sur tout ce qui a été dit. Les réformes du gouvernement sont réelles. Il y a la digitalisation, la déconcentration avec les centres de concours à l'intérieur, le guichet unique, et tout ça, c'est salutaire. Mais le problème que vous avez posé, je le pose autrement. La corruption dans les concours, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été prouvée. Nous avons documenté, on n'a jamais eu de corruption prouvée. Mais la perception de corruption est elle-même, pour nous, c'est là qu'il y a la défaillance de l'État. Et donc, l'État ne peut pas jeter ça du revers de la main. Il faut que l'État règle le problème de cette perception de la corruption. Nous, on pense que si on a des mécanismes robustes de contrôle indépendant, si on a des sanctions visibles et si on a une participation citoyenne indépendante, il n'y aura plus ni complicité de la rumeur. Ça, c'est le premier point. Je vous ai vraiment longuement écouté. La question qu'on doit poser aujourd'hui, est-ce que les concours sont-ils corrompus? C'est ce que les gens posent comme question. Mais pour nous, ce n'est pas la vraie question. La vraie question ici, est-ce que les mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire les recours, tout ce qu'il y a autour, est-ce que le citoyen lambda qui passe le concours a les capacités de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur? Est-ce que les journalistes d'investigation ont les moyens à l'extérieur sur la méthodologie, sur la façon dont on recrute les examinateurs, les correcteurs, tout le process, est-ce que nous avons les capacités en tant que citoyen lambda de contrôler? Là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit distinguer. Il y a 3 réalités que l'on confond dans ce débat des concours. Les arnaques des démarcheurs, ils existent, c'est la vérité. Mais c'est des escrocs qui se font passer. Si vous allez au PLCC, dans le cadre normal d'Orange Money, de tout ce que vous voulez, ils existent partout. Plusieurs fois, j'ai été appelé, je vous appelle de l'hôtel Ivoire, j'ai un marché. Ils le font pour les concours. Donc ça, c'est des victimes des candidats de leur famille. Pour nous, l'État doit les poursuivre en s'associant peut-être au PLCC. Les faux diplômes. Vous-même, vous avez dit qu'il y avait 707 admis qui étaient de la fraude. Pour nous, c'est un déficit de contrôle en amont.
Donc pour nous, le gouvernement doit régler ce problème de processus en amont, augmenter le système de contrôle des diplômes. Il y a les passe-droits supposés. Tout le monde en parle. J'ai été appelé depuis janvier peut-être 10 fois par des amis, par de la famille. Ah, j'ai besoin de 3 millions pour tel concours qui s'ouvre. Personnellement, j'ai un exemple typique qui ne va pas plaire aux Ivoiriens. Une dame de Civis Côte d'Ivoire, elle va se reconnaître, a passé 5 fois le concours parce que j'étais son parrain et je lui ai dit on ne payera pas. Au moment où je vous parlais, les chefs de service dans une administration publique, à la 5e fois, elle a réussi le concours sans payer. Et aujourd'hui, les chefs de service. Donc on a des bons exemples. Donc le débat ici, il ne faut pas accuser sans preuve. Sans document, jusque-là, le faire de M. Jean Bonnet, il avait offert 10 millions. Depuis 3 jours, j'essaie, depuis que vous m'avez contacté, je cherche à savoir s'il a eu des preuves qu'on lui a apportées pour les 10 millions. Donc, pour nous, le problème ici, ce n'est pas la corruption de l'administration. Il y a une légende urbaine autour des concours qui fait que les meilleurs n'y vont pas. Et c'est là que c'est un problème. Parce que quand on dit que les concours sont achetés, je dirais les enfants des pauvres n'iront pas. Il y a des gens qui sont bons, mais qui vont se dire, comme je n'ai pas payé, je n'irai pas. C'est une main-d'œuvre humaine, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire, sur le problème de la supposée corruption, perd des personnes qui se découragent. Donc il faut analyser le problème autrement avec des sociologues et des économiques. C'est-à-dire qu'il faut échanger la donne. Au lieu de tout accusateur, il faut qu'on parte vers ce problème-là sérieux. Maintenant, comme je vous ai écouté longtemps, donnez-moi encore 2 minutes, je vais poser quelques questions. Allez-y. Monsieur de l'ENA. En vérité, je vous pose cette question non pour mettre en cause la bonne foi du ministère et tout, hein, mais en réalité, nous, on pense que la transparence doit se construire. Vraiment, la transparence, la confiance et tout ça doit se construire. Mais si on continue dans les débats en disant c'est faux, c'est pas bon, on va pas. Existe-t-il un audit externe et indépendant du système informatique des concours? Par qui? Avec quels résultats? Qui compose les délibérations? Est-ce qu'ils sont désignés en amont longtemps et tout ça? Est-ce que ce processus peut être vérifiable? La méthodologie, bien sûr. Quand on digitalise les algorithmes et tout, est-ce qu'il y a un contrôle indépendant de ces algorithmes-là? Donc, voilà quelques préoccupations. Hein, et si vous voulez, je vais m'arrêter là. Et puis, pour la suite, voilà. Stop! Ne partez pas. Ce que je vais vous révéler juste après va vous choquer encore plus fort. Si vous kiffez ce genre de scoops, abonnez-vous. Allez-y, DG, pour la réponse. Merci. Je voudrais simplement dire que nous sommes tout à fait d'accord avec vous du fait que poser la question de la corruption de la façon dont c'est le cas n'est pas la bonne approche. Et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est les mécanismes qu'il faut regarder, c'est les process qu'il faut regarder. Et donc, naturellement, cela débouche sur vos questions. Alors, notre ambition, et comme Madame le ministre l'a toujours affirmé, a toujours voulu que nous le fassions, c'est de construire tout ce qui peut amener à la confiance, à la transparence. Pendant longtemps, le ressenti des populations vis-à-vis de l'ENA, mais également vis-à-vis des concours d'accès à l'ENA, était marqué du sceau de la suspicion. On appelait même l'ENA la secte. Il fallait donc faire en sorte à ouvrir l'école. Donc, tout ce qui est lié à la formation a été communiqué. Il y a des journées portes ouvertes, il y a des activités qui sont faites. Nous avons développé tout notre système sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un pan. Maintenant, sur les concours, qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse créer la transparence et la confiance? Vous avez demandé s'il y avait un audit externe pour valider tous les éléments. Je dois avouer que sur les 3 années où nous avons mis en place les nouvelles réformes, nous n'avons pas encore fait l'audit externe. D'ailleurs, c'est prévu pour cette année puisque nous sommes entrés dans un processus de qualité ISO 9001 qui aboutit cette année normalement. Donc, les premières évaluations, aussi bien de la gouvernance que des éléments de formation et de recrutement vont être faits. Et donc, nous pensons que cette année, nous aurons au moins les premiers éléments qui nous permettront de voir la pertinence des réformes que nous avons mises en œuvre, mais qui nous permettront également de voir si les process que nous avons mis en place sont suffisamment solides pour porter la transparence et la confiance des populations. Ça, je dois l'avouer. C'est valable également pour tout le processus de digitalisation. Pour la digitalisation, nous travaillons avec... je vais dire une entreprise privée qui nous met ses services à disposition. C'est d'ailleurs cette plateforme qui est utilisée également pour les concours de la fonction publique. C'est la même plateforme. Donc c'est là que nous travaillons. Mais notre processus d'évaluation va porter également sur ces aspects-là et je pense que nous aurons les éléments. Concernant les jurys,
comment sont constitués les jurys? Les jurys sont constitués de la façon suivante. Nous avons 2 types de concours, le concours professionnel et le concours direct. Et dans chaque type de concours, nous avons 3 cycles. Mais pour les concours directs, par exemple, nous avons 3 étapes. Il y a la première étape qui est l'étape de la présélection, qui consiste à de retenir au maximum que les 3000 meilleurs candidats sur le X nombre de candidats inscrits. Et le jury à ce niveau est composé aussi bien d'enseignants du supérieur que d'administrateurs. Et ces personnes-là sont présélectionnées, soit parmi les formateurs à l'école, soit parmi ceux qui ont des activités avec l'ENA, soit parmi des personnalités du monde de l'enseignement supérieur que nous connaissons pour leur probité, pour leur qualité. Voici donc les premiers éléments. Mais nous sommes allés jusqu'à associer des journalistes, à associer des personnes désignées par l'ordre des avocats qui ont fait partie des jurys. Tout cela pour essayer d'aller à la transparence. Et nous avons fait en sorte que le jury qui fait la présélection s'efface dès que les résultats de la présélection sont connus. Et quand on doit passer à la deuxième étape, qui est l'étape de la sélection, l'étape de l'admissibilité, c'est un nouveau jury qui se met en place et les personnes choisies sont proposées à validation à Madame le ministre d'État. C'est une fois que c'est validé qu'un arrêté nomme ces membres-là qu'ils viennent donc travailler à la sélection des sujets. C'est eux qui font le choix des sujets. Ensuite, c'est eux qui coordonnent les activités de composition. C'est eux qui délibèrent et qui nous donnent les résultats et qui les affichent. Okay. Et donc, quand la deuxième étape est terminée, ce jury s'efface et un nouveau jury se met en place pour l'oral. Et après le grand oral, ce jury-là a la responsabilité de délibérer et d'afficher les résultats définitifs. Il faut dire que depuis les 3 dernières années, nous avons exigé que la moyenne minimale pour être admis, c'est 10. Naturellement, proportionnellement aux postes budgétaires disponibles. Donc voici un peu ce que je peux dire à ce niveau. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette actualité vous a choqué ou intéressé, n'hésitez pas à mettre un gros like et à partager la vidéo à vos amis.